Eh bien, bonjour Olivier Douville. Bonjour Franck, Ancel. Je suis très content que tu aies accepté, que vous ayez accepté, parce que vous êtes à la page depuis longtemps en tant qu'anthropologue, psychanalyste, chercheur universitaire, mais vous êtes à la page à travers un livre qui vient d'être publié aux éditions Duno il y a quelques semaines. De quelle manière vous mettez Lévi-Strauss à la plage? C'est une collection dans laquelle votre ouvrage suit d'autres publications. Vous êtes le 19e exactement. Il faut que vous parliez comme ça, la caméra va se fixer sur vous. Moi, je le remonte aussi, c'est miroir. C'est un livre qui suit effectivement une collection, hein, comme je l'ai dit, Shakespeare, Churchill, Proust, Napoléon, Freud également, voilà. Mais Olivier Douville, merci d'avoir accepté un échange de 31 minutes, ça va être assez court. 30 minutes pour dire peut-être autre chose que ce que on pourrait imaginer, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont dans cette collection sont des personnes connues, célèbres. D'ailleurs, vous remplissez cette mission brillamment, c'est-à-dire en moins de 200 pages, de réussir à nous en dire quelque chose de Lévi-Strauss qui soit un peu différent que les a priori. Donc, un mot sur cette Et collection. Euh, C'était un vieux projet, tout ça. Chez Duno, à l'époque de Jean Henriet, on avait vaguement pensé à Lévi-Strauss à la plage. Dans cette collection, c'est Elsa Godard qui m'a remis sur les rails. D'un projet que j'ai mis du temps, parce qu'il a fallu que je relise à peu près tous les Lévi-Strauss quand même, ce qui n'est pas une masse à faire, mais ce qui est toujours un grand plaisir. Le pari de l'affaire, c'est en moins de 200 pages, oui, à peu près, présenter les articulations majeures d'une vie et d'une œuvre. Alors, c'est pas rien, bien sûr. Et pour le moment, j'avais lu Lévi-Strauss un peu en ordre dispersé. Je l'avais jamais lu ou repris par ordre chronologique. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce on voit les permanences des préoccupations, les permanences des thèmes, par exemple la parenté. On voit les évolutions. Par exemple, sur la parenté, il y a tout d'un coup, on va voir surgir la question des relations de voisinage. Certains de ses disciples, donc Kaua, qui est le grand anthropologue du Sichuan, enfin chinois, il travaille au Sichuan, avec les encouragements de Lévi-Strauss, dont il est le thésard, travaille sur les sociétés sans père ni mari, comme disaient les PUF, qui, sous ce titre racoleur, ont publié la thèse de Kawa sur les Gna. Et puis, on se demande toujours, au fond, il est dans quel siècle, Lévi-Strauss? On peut se promener, on peut voir qu'il a été au Brésil, que c'est ça son terrain anthropologique majeur, qu'ensuite il commente, il étudie, il essaye de transposer sa méthode sur les œuvres d'art, puis il récolte des mythes, puis il va chercher chez les dénicheurs de miel, mais pour lui aussi ce sont des dénicheurs de mythes, un mythe qui serait le mythe originel, la mégastructure, pas le mythe originaire dans le sens où c'est le premier à avoir été créé par les hommes, mais dans le sens où, en le décomposant par une formule qu'il appellera la formule canonique du mythe, ça c'est l'os hein, dans le bouquin, c'est le truc le plus difficile. Il essaye de trouver une loi générale qui organise les mythes, qui se pensent entre eux, qui se rêvent entre eux. Et puis, son idée, au fond, est peut-être chercher une espèce de mathématisation très, très complète en prenant en compte le modèle jacobsonien du langage, même s'il y a eu quelques légères brouilles avec eux en 72, d'essayer de comprendre l'analyse des structures sociales, l'analyse des structures mythopoétiques et peut-être, pourquoi pas, un anthropologue au sens d'un explorateur de l'esprit humain, des structures de la mentalité, des structures de l'esprit plutôt. Alors, quel siècle? Commençons par un paradoxe.
Lévi-Strauss ne peut pas écrire, il ne peut pas écrire sans mettre, je crois, à plein volume, les musiques qu'il vénère, et en particulier l'opéra, et en particulier l'opéra de Wagner sur les maîtres chanteurs, etc. Bon. Il confie même, et ce n'est pas qu'une boutade, même s'il avait je dirais, un humour un peu glacé, etc. C'est pas non plus l'iceberg qu'on a décrit, mais il confie même qu'il aurait donné volontiers un an de sa vie, et des fois je crois qu'il pose la barre un peu plus loin encore, s'il avait pu être chef d'orchestre et enregistrer, enfin diriger, ne serait-ce que l'ouverture de cet opéra de Wagner. Il écrit sur Rameau, Rameau qui est vraiment le mathématicien de la musique du XVIIe siècle. Il écrit sur Poussin, mais restons-en à la musique. Mais au fond, il est imperméable à la musique moderne, à part quelques notations assez justes sur le jazz qu'il a publié dans les années 20. C'est assez imperméable à la musique moderne. Il est complètement imperméable à la peinture moderne, enfin le cubisme. L'intéresse un peu parce qu'il y a ce lien parfois abusif mais stimulant fait par Picasso et d'autres entre les masques africains et les formes cubistes. Tu vois, que ce soit influencé par l'art africain, c'est indéniable. Mais enfin, bon. Mais on a plutôt l'impression que son univers esthétique, c'est 18e, 19e siècle. Bon. Se cherche-t-il une filiation? Alors, bien sûr, il va je crois que c'est inévitable et que c'est tout à fait justifié. Rendre à Morgan, qui est le fondateur sur les études de la parenté, par ailleurs, le fondateur du premier, je dirais, du premier découpage administratif d'anthropologie, parce qu'il fonde un enseignement d'anthropologie à Londres en 1880, donc c'est Morgan, qui est le premier à avoir mis en place une étude sur la parenté. Bon, il lui rend hommage, mais il s'imagine bien plus l'héritier de quelques explorateurs humanistes comme Jean de Léry, voire l'héritier direct de Jean-Jacques Rousseau, faisant de la compassion la racine même du lien social. Par ailleurs, le voilà invité par l'UNESCO dire des choses, au fond, 52, on va dire, agréables, enfin de bonne aloi, euh, à laquelle tout le monde va souscrire, enfin tout le monde la plupart du temps. C'est son fameux travail sur race et culture. Et puis, sur race et histoire, je suis désolé. Et puis, comme je l'explique là, c'est dans les pages 75 et autres, ce manifeste humaniste pour la reconnaissance de l'autre, etc., bon, et va également se changer en un texte que les abrutis ont appelé un texte d'extrême droite, qui est un texte qui rompt avec cet alpha et oméga du relativisme culturel et de l'engagement à la coopération des cultures, puisque race et histoire, le premier texte dont je parle humaniste, c'est race et culture. Race et histoire, c'est pas un texte anti-humaniste, c'est pas ça que je veux dire, mais il est désemparé. Il attaque à vif les espoirs qu'une amélioration de la nature humaine serait possible par le biais éducatif et humaniste. Et il dit, avec une certaine satisfaction, eh ben, j'ai fait là un joli scandale. Euh, on n'est plus dans une espèce de potage bénéfique que promeut et promet l'UNESCO, dit finalement quand les cultures parfois se retrouvent, se rejoignent ou s'entrechoquent, ça ne crée pas nécessairement une ouverture vers un métissage heureux de réconciliation avec soi-même et avec les autres. Donc on le voit un petit peu plus réservé.
Cela étant, est-ce que ça veut dire que Lévi-Strauss était de gauche quand il a écrit Race et culture et ensuite il était de droite quand il a écrit Race et histoire? Non, je crois qu'il présente un petit peu de son parcours, c'est-à-dire l'anthropologue cherchant à faire le bon entre ce que lui apporte l'ethnologie, l'étude du terrain, et puis ce qui ça lui permet de rêver d'une certaine universalité humaine. Voilà. Et ça, c'est une position enthousiaste. Et puis, il y a chez tout anthropologue une position, je dirais, beaucoup plus mélancolique, qui consiste à assister à la fin des terrains où il était accueilli et où il avait fait ce qu'il fallait pour être à la mesure de l'accueil qu'on lui fait. Parce que quand on est sur le terrain, on est souvent un peu accueilli au début, comme ça, ben, voilà, on voudrait savoir à qui on a affaire, quoi. Mais il nous importe d'accueillir les façons dont on est accueilli. Ça, je crois que c'est le vrai travail. Bon. Et voir ces peuples, ces populations, euh, autrefois chamarrées aux yeux de l'anthropologue, qui voit l'esthétisme avant tout, de rites extraordinaires, de masques merveilleux, de danses invraisemblables, de parades et d'artifices ancestraux. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des gens au bout du rouleau, n'est-ce pas? Comme on a pu rencontrer les Inuits désemparés parce qu'on les mettait dans du contreplaqué. Je me souviens, je discutais avec un responsable des affaires indiennes quand j'ai eu la chance d'être accueilli par les Indiens algonquiens à Montréal, enfin près de Montréal, au Québec. Je veux dire à quel point ces gens les gens qui veulent s'en occuper sont des abrutis finis, disant ah oui mais alors ils étaient dans des tentes, c'est pas confortable. Là on en met dans des baraques en contreplaqué, ils ont la télé, ils regardent pas la télé, ils boivent de l'alcool, ils mâchent encore un peu de cuir parce que c'est comme ça du reste qu'ils arrivent à le travailler, et c'est la dépendance totale. Alors, il y a cet aspect aussi de mélancolie qui pointe dans le dernier texte, Race et Histoire. C'est intéressant parce qu'on a toujours reproché à Lévi-Strauss d'être un culturaliste, de ne pas s'intéresser à l'histoire, ce qui est une bourde monumentale. Et là, dans cette position un peu désemparée, Lévi-Strauss anticipe sur ce que pourrait être la fin de quelques mondes et presque sur la fin du monde. Alors, il dit, bon, c'est inéluctable, le système solaire va disparaître plutôt tard que tôt, mais va disparaître, la Terre, boum boum, va disparaître, tout ce qu'on a fait va disparaître. Bon, ça, je dirais, c'est si on arrête notre lecture de Lévi-Strauss à ce constat de bon sens, qu'on n'aime pas se rappeler tous les jours, on en reste figé à de la métaphysique de cafétéria. Bon, ce que dit Lévi-Strauss, c'est qu'il y a une urgence à sauver le vivant. Alors, comment penser le vivant? Est-ce qu'on peut penser le vivant en termes occidentaux cartésiens ou est-ce qu'il est plus facile et plus, comment dire, porteur d'espoir de penser le vivant à partir des catégories indigènes qui relient le vivant humain au vivant non humain? Mais alors, évidemment, pour ce faire, la stricte partition entre nature et culture s'avère quelque peu obsolète. Et celui qui mettra un coup de pied décisif dans ce faux monument de la partition de nature-culture n'est rien d'autre que Philippe d'Escola, au-delà de nature et culture. Mais alors, si nature et culture, finalement, s'interprénètent plus qu'on ne le croit, alors ne pas oublier quand même que si Lévi-Strauss a fait une distinction au coup près, hein, prenant l'argument de la prohibition de l'inceste. La prohibition, c'est je t'interdis pour te promettre. Que les psychanalystes ont, certains, je dirais, ont par une espèce de cavalcade d'appropriation confondu avec l'interdit de l'inceste. Là aussi, on est dans un pataquès, n'est-ce pas? Mais au fond, si on fait une distinction serrée entre nature et culture, que Lévi-Strauss a faite aussi parce qu'il y a des philosophes qui tenaient à cette notion tout autour de lui dans le monde intellectuel, et parmi les jurys de la thèse, on aimait ça, la distinction nature-culture, on se rend bien compte que cette distinction, elle va un petit peu s'évaporer. D'où des considérations sur l'espèce de coémergence qui a été faite entre prohibition de l'inceste et naissance du langage. Et puis, essayer de trouver des langages, au fond, alors qui ne sont pas ceux sur lesquels a travaillé Jacobson, comme le langage du bricolage et le langage mythopoétique, puis, in fine, le langage musical. Alors, ça explique pourquoi, dans la dernière partie de L'Homme nu,
C'est un morceau de littérature extraordinairement poignant, à mon avis supérieur au morceau très raffiné de littérature sur le coucher de soleil. On s'extasie, c'est bien écrit, mais enfin bon, c'est quand même pas très intéressant. Dans le final, je dis une bourde parce que c'est pour que vous apprêtiez à entendre que c'est la finale, le final, pardon, le final avec un E, c'est-à-dire comme dans les compositions musicales. Voilà. Donc, dans le final, rien que ça nous indique que la musique est là. On voit très bien, au fond, que cette espèce de désenchantement mélancolique aspire à un réenchantement. Un réenchantement qui pourrait être amené par une lecture sérieuse et politique et du langage mythopoétique, du langage des mythes. Parce que ce langage des mythes nous alerte sur tous les risques que court la planète à ne pas respecter les différents registres du vivant. Or là, Lévi-Strauss, homme du XVIIIe, se révèle paradoxalement un homme du XXIe, voire du XXIIe siècle. Voilà. C'est quelque chose d'assez étendu. Alors, dans son parcours, il rencontre bien sûr la psychanalyse, on va en parler, mais il y a un petit problème euh, de considérer que là se rassemble l'essentiel de son œuvre. Le désaccord et les malentendus avec Lacan ne l'ont pas préoccupé très longtemps. Ils ont préoccupé Lacan beaucoup plus qu'ils ne l'ont préoccupé lui-même. Et puis, dire l'anthropologie a continué après Lévi-Strauss. Voilà. Je voudrais aussi qu'on ne soit pas fasciné uniquement par le Lévi-Strauss, interlocuteur éphémère de Lacan, euh, pour oublier qu'après Lévi-Strauss, il y a eu des petits, en particulier Françoise Héritier et Philippe Descola. Françoise Héritier qui a élargi la théorie de l'inceste en amenant une théorie du corps et de ses humeurs. Un corps est chargé d'humeurs, le sang, la sueur, le lait qu'il a ingéré lorsqu'il était tout petit, le sperme, les menstrues, et humeurs ou substances, enfin, humeurs au sens grec. Et probablement, ces humeurs vont régler des systèmes d'interdiction du rapprochement des corps peut-être, je suis romantique moi, des corps, ou régler un système de partition rigide des corps qui ne peut pas s'expliquer uniquement par l'interdit de l'inceste qui semblerait gouverner cette foutue famille triangulaire occidentale, dont on sait très bien aussi qu'en matière d'inceste, elle a fait des ravages. Voilà. C'est ce parcours-là que j'ai rencontré, c'est ce parcours-là que j'ai aimé. Olivier, je vous ai laissé poursuivre avec ce problème technique d'interruption. Donc, je ne sais pas ce que va donner cet enregistrement, malheureusement. Pour l'instant, vous n'avez pas été coupé, nous n'avons pas été coupés, profitons-en. Alors, de mon côté, oui, mais donc on verra après l'enregistrement, mais cet envolé nous permet effectivement d'éclairer non pas simplement l'ouvrage, non pas simplement le parcours, mais un travail qui est aussi le résultat d'une recherche d'un psychanalyste que tu es, anthropologue de formation, et donc derrière les aspects historiques d'une vie, celle de Lévi-Strauss, se questionne également quelque chose d'en comprendre, non pas simplement de sa théorie, mais de sa pratique. Tu as évoqué un point très particulier qui me semble important, qui serait difficile d'expliciter de manière vocale sans avoir la formule, c'est-à-dire cette mathématisation. À un moment donné, il y a une formule mathématique, mais lorsque cette formule mathématique est convoquée, ça nous permet d'en comprendre une dialectique autre du mythe, hein, du passage du mythème à mythopoétique. Et puis, pour faire écho à ce que tu viens d'évoquer, page 150, la mort des mythes. Lévi-Strauss, en 71, dans un numéro de la revue Esprit, se demande comment meurent les mythes. Que les mythes soient déconstruits et réagencés en fonction des principes de l'analyse structurale ne les rend pas atemporels et éternels. Cette Mm. petite phrase nous indique aussi effectivement l'air de rien dans ton style, qui n'est pas simplement un style, mais éclairant sur son rapport au structuralisme et sur ce qu'il nous permet d'en comprendre du mythe, de sa vie, de sa mort. Un mythe meurt dans ses tribulations de tribu en tribu. Il en vient à épuisement. Ne reste plus au mythe que le destin de l'ultime métamorphose, fixant et gélifiant le mythe en roman. D'ailleurs, sur cette question du roman, de la littérature, hein, tu as pointé ces liens
de Lévi-Strauss, soit de compagnonnage, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale avec le milieu surréaliste, avec André Breton, et de quelle manière, peut-être comme André Breton avec Freud, il y a une incompréhension entre certaines disciplines artistiques et la recherche de Lévi-Strauss. Pour finir ce petit passage qui me semblait important de lire, c'est ainsi que s'achève l'engendrement du mythe par d'autres mythes. Très bien. Nous avons vu que le climat crépusculaire du final de l'homme nu, annonçant impassible la disparition des traces que l'humain, sur le point de s'abolir, dépose dans un monde voué à sa disparition. Ça, c'est ce que tu nous as dit. Derrière ce qui est connu et cette disparition, il y a quelque chose d'autre à comprendre qui nous ouvre peut-être pour le XXIe siècle dans lequel nous vivons une dimension encore permanente du mythe. C'est-à-dire il y a quelque chose à comprendre de ce décentrement effectué au XXe siècle entre le monde occidental et d'autres mondes voués à leur mort. Oui, bon, c'est agréable de dialoguer avec quelqu'un qui sait lire, et je vous en remercie. Oui, je pense qu'il y a euh, une, une désillusion chez les Strauss, oui. Mais peut-être pour bien comprendre ce qu'il en dit, puis je reviendrai à ce que vous avez énoncé, je voudrais le citer. Alors là, c'est vraiment à la fin de son parcours, puisque nous voilà en Italie le 26 juin de l'année 2000. La radio-télévision italienne, la RAI, était organisatrice d'une rencontre avec Claude Lévi-Strauss qui rencontre Marcello Massencio, anthropologue historien italien, n'est-ce pas, spécialiste des religions. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une des dernières, sinon des toutes dernières interviews de Lévi-Strauss. Je le cite parce que ça répond à toutes les questions à peu près. Je le cite donc. Voilà, Lévi-Strauss. Ce qui m'attache à l'ethnologie, ce qui en a fait pour moi l'occupation de toute ma vie, c'est qu'elle se tourne vers une richesse et une diversité dont l'humanité était la condition, avec un passé qui remonte bien au-delà des siècles et des millénaires, qui va même jusqu'à des centaines de millénaires, où l'homme a commencé son action. L'ethnologie nous met en présence de petites sociétés très nombreuses et dont chacune a donné naissance à des genres de vie originaux, des croyances irremplaçables, des formes d'expression orale ou sculpturale, dont chacune constitue quelque chose d'unique dans l'expérience humaine. Mon rôle comme ethnographe a été, dans la mesure où cela existait encore à une époque relativement récente, de préserver quelque chose de cette richesse et de cette diversité que l'humanité peut-être connaîtra sous d'autres formes, mais en tout cas sous des formes absolument différentes de celles existant dans le passé. Alors je crois qu'on a beaucoup de choses. Là, je crois qu'on a beaucoup de choses. D'abord, un témoignage. Hein. Euh, il est d'emblée passionné par l'anthropologie, dit-il, ce qui est assez vrai. Bon, même s'il y a toujours eu ces hasards qui font le sel de la vie, quoi. On l'appelle en disant prépare tes valises, tu vas au Brésil, enfin, un truc comme ça, quoi. Bon. Mais il y a une mission qui est fondée sur l'espoir que tout ça n'est pas voué à s'éteindre. Donc, vous voyez, on n'est pas toujours. Il faut voir les mouvements différents de Lévi-Strauss. Euh, son sens de la responsabilité politique par rapport au matériel qu'il a engrangé. Et peut-être qu'il convient, un, d'affirmer que ces formes vont disparaître, mais que la logique qui les sous-tend peut être conservée et ressurgir sous d'autres créations. Et ces autres créations, il faut peut-être les encourager en prenant une position politique, non pas seulement sur le droit de l'homme, mais sur le droit du vivant. Ça, c'était la grande position. En d'autres termes, peut-être que les formules canoniques du mythe ne sont pas des elles ne sont pas, c'est pas peut-être, elles ne sont pas des formules de description, finalement, où on fait un résumé, voilà, comme un QR code, elles sont des formules de transformation. Ce qui assigne à l'anthropologie qui se détache alors de l'ethnologie, sans du tout la congédier, puisque c'est sa source, sa sève, mais ce qu'elle va en faire, c'est le projet que les formes étudiées disparaissant
ne disparaissent pas en même temps que se résorberaient les formules logiques qui les sous-tendent parce qu'elles font partie de l'esprit humain. Donc, à nous d'accueillir, au fond, les nouvelles formes. Alors, est-ce qu'il en a accueilli beaucoup? Mais non, c'est pas. Il y a cet espoir et puis il y a toujours ce regard aiguisé sur Poussin, par exemple, en peinture, sur d'autres, mais des rencontres importantes parce que, je veux dire qu'à la fin de sa vie, de plus, avec son élection à l'Académie française, Lévi-Strauss devient un des représentants, un des émissaires, on pourrait appeler le prestige français à l'étranger. Bon, il accepte très volontiers ce rôle. Il est très, très heureux d'être à l'Académie. Il retrouve une petite tribu avec ses rites et avec cette espèce de délire de se croire immortel. Il est content quand il y a à la fois un dépassement des limites de l'esprit. Il faut être complètement zinzin pour se croire immortel. Ce n'est qu'un jeu, évidemment. Les patients qui se pensent vraiment immortels, c'est pas une vie. Bon. Euh, mais par exemple, le dernier peuple qui rencontre, amérindien euh, au Canada, il le rencontre parce qu'on fait une soirée pour lui dans une réserve. Oui, ça n'a plus rien à voir avec ses voyages brésiliens des années 30. Bon. Mais il rencontre, et ça réveille en lui une joie. Il ne se sent plus finalement le mannequin qui endosse le prestige français. S'il faisait avec une conviction, mais est-ce que ça l'emballait tous les jours? Je ne pense pas. Enfin, après, on se fout un peu. Mais il rencontre un métis qui est un artiste de père américain, de mère Haïda. Les Haïda, je crois que c'est un peuple qui vit au Canada, sur la côte ouest. Hein. Ce type s'appelle Bill Reid et dont les sculptures sont visibles parce que exposées sur le campus de l'université où il va donner l'université de Colombie-Britannique. Moi, je n'ai pas tout si clair en tête. Et, et Bill Reid fait quelque chose en prenant appui sur les œuvres d'un sculpteur Haïda qui s'appelle Charles Shaw, qui avait formé son grand-père maternel aux techniques de la sculpture, etc. etc. Bon, mais déjà, Bill Reid prend appui sur Charles Shaw, qui émerge comme artiste dans la communauté Haïda, qui est comme artiste qui signe son œuvre en propre, qui est une nouveauté. Et évidemment que, contrairement aux sornettes qu'on peut entendre, dans toutes les cultures, c'est très net, par exemple au Congo, on met une place, on reconnaît le génie du fabricant de masques, le génie du sculpteur, le génie qui a capté le plus la forme qui donne forme, la forme interne qui donne force. Bon, à croire qu'ils sont aristotéliciens. Euh, De mais, sorte, Olivier, hein, de sorte. Je dis de sorte parce qu'à un moment donné, il y a deux sortes. Il est écrit dans ton livre, dans votre livre, de sorte que la pensée sauvage, c'est lié avec effectivement hein, ce texte, ce livre de Lévi-Strauss, se caractérise par une obstination raffinée et nécessaire à affirmer et maintenir la prépondérance de la structure sur le contenu ou de la syntaxe sur la sémantique, selon la formule de Lévi-Strauss. Cette syntaxe sur la sémantique, il ne s'agit pas de formule linguistique, il s'agit de quelque chose de préservé, comme tu viens de tenter de nous le faire sentir à travers ces masques. Vaste question. oui, oui, je suis d'accord, parce que, évidemment, je suis d'accord. Bon, je regarde le temps, c'est 31 minutes, on est un peu short, mais On est très short pour pouvoir effectivement rentrer, non pas dans un livre qui rappelle la date de naissance, de mort, des médailles de Claude Lévi-Strauss, mais un livre effectivement qui, lorsqu'on prend le temps de le lire, pas simplement en surface,
nous permet de comprendre une structure qui n'est pas simplement la structure de Lévi-Strauss, mais qui est une structure de votre parcours, de vos interrogations, et qui sont une mise au travail, pas simplement de quelque chose de figé, mais de quelque chose qui peut être, alors, le mot métamorphose est souvent employé dans ce livre et chez Lévi-Strauss. Est-ce qu'on serait à l'heure d'une transfiguration? Encore quelque chose d'autre très court. Écoute, moi je ne suis pas prophète. J'ai loupé tous mes examens à la prophétie, c'est terrible. Mais je pense qu'on peut dire que euh, soit la condition humaine reprend finalement le trésor ancestral pour le modifier, en faire, je dirais, une armature futuriste, soit chacun va se recroqueviller dans son coin pour pas crever. Et ça, c'est pas indifférent de dire ça, à un moment où la question de l'altérité est de moins en moins raccrochée à celle de l'altérité et qu'on peut penser que l'identité à soi-même est un but dans la vie, alors que nous pensons, anthropologues, psychanalystes, écrivains et tous ceux qui ont un petit peu de gingembre dans le ciboulot, euh, que se rencontrer, c'est pas rencontrer l'identité devant soi et en soi, c'est rencontrer l'altérité en nous-mêmes et à la fois sur le plan de notre propre développement, ce que Freud appelait l'ontogénie, enfin, reprenez ce terme, et à la fois peut-être des héritages culturels qui nous ont précédés, je ne veux pas dire qu'on les a reçus de façon intergénérationnelle comme un vilain trauma, mais qui font euh, qui font le fil principal de ce qui nous permet d'aller de l'avant, enfin, qui nous tisse. Nous sommes un tissu de haute mémoire, de grandes luttes et de vastes projets. Et ça, je crois que sur ce plan-là, l'anthropologue, les psychanalystes et tous ceux qui pensent un peu et d'autres, hein, c'est pas réservé à ces deux petits groupes, peuvent se dire que oui, nous héritons des altérités et nous allons dans le mur si nous ne voulons pas les reconnaître, les assumer et les faire perdurer loin d'un culte de l'identité à soi-même qui n'est jamais qu'un culte du dessèchement absolu. Olivier, malheureusement, 31 minutes, c'est très court. En plus, il y a peut-être eu des moments de coupure, je ne sais pas, la technique, mais il y a Nombreux, pas beaucoup. un chapitre dans ce livre qui s'intitule Le dénicheur d'oiseaux. Le Ouais. dénicheur. Et donc, pendant 4 pages, tu nous racontes un mythe, voilà. Un héros traverse la quadrilogie, c'est le dénicheur d'oiseaux. D'oiseaux au singulier. Oui, Est-ce que je serais le dénicheur et tu serais l'oiseau de Lévi-Strauss? Est-ce que tu serais le dénicheur, je serais l'oiseau? Est-ce que ce qu'on a évoqué, intergénération, entre interdisciplines, en tous les cas, de manière très éclairante, c'est un livre qui apporte beaucoup plus qu'on ne le pense, au-delà de l'érudition pédagogique concernant l'œuvre de Lévi-Strauss, c'est quelque chose comme tu l'as dit, qui nous questionne et qui nous permet effectivement de garder du souffle. Alors, est-ce qu'il faut créer de nouveaux rituels à travers des nouveaux masques ou des nouvelles danses? On n'a pas le temps d'en parler. Merci beaucoup, Olivier. J'arrête malheureusement cet enregistrement pour voir si nous avons tout enregistré, tel un bon anthropologue, ou s'il nous reste encore des moments de silence autour de ce livre. voilà, donc ça, c'est. Même si vous n'allez pas à la plage, hein, même si vous pouvez le prendre Oui, avec la montagne, bien sûr. avec le cyclotourisme. Ça marche très bien puisque certains chapitres sont différenciés soit par une petite icône représentant un crabe, un nautile, et il y a une troisième icône en fonction des chapitres. Mais je laisse nos futurs lecteurs découvrir ça à l'intérieur de la ligne iconographique. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué ça de près, mais il y a un très joli crabe. Voilà. Exactement, exactement. J'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup, Olivier. On reste ensemble un petit moment.